Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, fin en Éthiopie des travaux sur la conférence contre la faim, une rencontre initiée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Plus de 1700 participants ont pris part au rendez-vous pour trouver des solutions durables à la faim et à la pauvreté sur le continent. Et puis à l'université Afia de l'Abbé, les enseignants-chercheurs viennent de boucler une série de formations sur l'intégration du numérique dans le système d'enseignement. Ils se disent capables désormais de dispenser des cours en ligne. Enfin, conférence médicale sur la paralysie cérébrale et la prise en charge des enfants atteints de handicap. La Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima compte mobiliser plus de personnes pour lutter contre cette pathologie, mais surtout sensibiliser sur les méthodes de prévention et de prise en charge. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, le chef de l'État a accompli ce vendredi ses devoirs religieux à la grande mosquée Faisal de Conakry. Le général Mamadi Doumbouya est venu aux côtés des fidèles musulmans pour accomplir ce rituel. Dans son sermon, l'imam Elhadj Mamadou Saliou Kamara a invité les fidèles musulmans massivement mobilisés pour la circonstance au renforcement de la cohésion sociale. Oumar Bari. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a effectué ce vendredi 8 novembre 2024 la prière du vendredi à la mosquée Faisal. Accompagné de ses proches collaborateurs, le chef de l'État rejoint des centaines de fidèles pour accomplir ensemble cet acte de dévotion, de son engagement spirituel et de son attachement aux valeurs religieuses. L'enceinte de la mosquée Faisal a accueilli une grande affluence de fidèles musulmans venus pour accomplir leurs devoirs religieux en ce jour saint. La prière du vendredi, l'un des moments les plus sacrés pour les musulmans, a vu une participation massive des citoyens guinéens venus de divers horizons, unis dans la même foi et la même ferveur. À l'occasion de ce rassemblement, l'imam ratib de la mosquée Faisal, Elhadj Mamadou Saliou Kamara, a prononcé un sermon inspirant axé sur des valeurs essentielles pour la construction d'une société harmonieuse. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de promouvoir la paix et la cohésion sociale, des principes incontournables pour le succès de la transition en cours en République de Guinée. L'imam ratib a également exhorté les fidèles musulmans en particulier et le peuple de Guinée en général à cultiver des valeurs de solidarité et d'entraide tout en insistant sur l'importance de réaliser de bonnes actions pour se rapprocher de Dieu. Il a souligné que chaque citoyen, quel que soit son statut, ou son rôle dans la société, a un devoir envers son prochain et envers la nation en vue de renforcer les liens de fraternité et de promouvoir un climat de paix durable. إهنيرا تنفق أموالك خالصا لوجه الله تعالى خالص على به لا تنتظروا من المحسن إليه جزاء ولا شكرا إن أول فإن ربما ربا إقاو قال يارا إنما ما يهمكم أي ربا من كاجي خاكلوبة أكلوبة ما كلوبة هاي نملونرا يدينا يكفن يانا خلارا على هو يكفن وخما علي ومما لمبوريا ونمبور التاجي وخهنا ومبورنا وخكنكني ومبورما ومبورما وخكنكني ومبورما وهو ياتي ومدينرا نحن ويجوي بيدنا لانهي يا إلهي الله خير عليه الصلاة والسلام أنا قسم بمامو مخيرا نحن أبوري لغان وني بوري سوفي في إنو أرى لغان أنا همسم بما يارا أسم بما يانا نحن أيوك فنيانا
Mukubara la makula de ala haybo khira kanta mbara la makula ala haybo khira sabati mbara la makula alhamdulillah wa salima wa bagi mangena kasakila yitera fa doy asumbura hada min fadlillahi alaykum alghaf samantian dinannaki mbawon khadu babe ya arhamar rahimin mabokhi ya rati nake huyilangu ma jimange ma won khadu bebe se falla gine be afalla gine tobe afalla gine tinabe allah kana soni be la khara se bu falla gine tobe khanum fa safan tobe amu safatina be allah khema ku yana tanna allah baraka se khawali na khena allah khadiyera efefe nata khafan dunia alik dunia lagine tono tinabe allah soni be la khara khanam falla gine tono tinabe allah khirane munara allah khema ku yana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, tout en participant à cette prière collective, a démontré une fois de plus son soutien aux efforts de réconciliation nationale et à l'instauration d'une transition apaisée. En se rendant à la mosquée Faisal, il a non seulement marqué sa présence en tant que leader spirituel, mais aussi en tant que garant de la paix et de l'unité nationale en République de Guinée. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya a toujours exprimé son désir de voir la Guinée se relever des défis qui se posent à elle en favorisant un dialogue constructif entre tous les citoyens et en poursuivant une transition inclusive où la paix et la justice seraient les maîtres mots. La prière du vendredi à la mosquée Faisal fut donc un moment privilégié de recueillement et de méditation. Les appels de l'imam El Hadj Mamadou Saliou Kamara à la cohésion sociale et à la solidarité se sont parfaitement inscrits dans le cadre de la vision du gouvernement sous le leadership éclairé du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à savoir une transition pacifique, inclusive et tournée vers l'avenir. À présent, cette série d'audiences au Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma a reçu successivement l'ambassadeur de la France et celui de la Turquie en Guinée, le renforcement de la coopération, mais surtout la volonté de ces deux pays à accompagner l'organe législatif de la transition dans son processus de vulgarisation de l'avant-projet de la Constitution ont été longuement abordés. Robert Siditounou. C'est tout d'abord l'ambassadeur de la République française en Guinée qui a été reçu en audience par le président du Conseil national de la transition. Avec le diplomate français, les discussions ont essentiellement porté sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Paris. Au cours de la rencontre, il a également rassuré l'honorable Dr Dansa Kourouma de sa ferme volonté d'accompagner l'organe législatif de la transition dans son processus de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Il me semblait important de pouvoir écouter la vision du projet, de l'avant-projet constitutionnel, son historique, la manière dont les populations vont être sensibiliser, participer aussi à la réécriture de certains articles. Et donc nous avons pu échanger avec le président Kourouma aussi sur l'importance des langues nationales et donc l'articulation, le complément, comme il le dit, entre la langue française dans laquelle est rédigée la Constitution et puis les langues nationales qui sont utilisées par les populations. C'était absolument passionnant parce que je pense que dans une démocratie, il est important que la population ait accès au droit qui est supposé régir sa vie. Le second entretien est celui accordé au nouvel ambassadeur de la Turquie en Guinée. L'entretien a permis un échange fructueux sur la redynamisation et le renforcement des liens de coopération entre nos deux pays. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été aussi abordées. Nous allons continuer de tout
de tout notre pouvoir pour justement essayer de diversifier ces relations et de les renforcer par la même occasion. Et nous avons également discuté du projet, de l'avant-projet, du projet de la nouvelle constitution de la Guinée. La Guinée se trouve dans un période très très important de son histoire et en tant que la Turquie, nous sommes là pour l'assister. Ces rencontres se tiennent au moment où l'institution parlementaire s'apprête à déployer sur l'ensemble du territoire national ses émissaires dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Comme annoncé dans les titres, fin en Éthiopie des travaux sur la conférence contre la faim, une rencontre initiée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Plus de 1700 participants ont pris part au rendez-vous pour trouver des solutions durables à la faim et à la pauvreté sur le continent. L'engagement est pris par les dirigeants africains pour des actions collectives. C'est le Premier ministre Amadou Riba qui a représenté la Guinée lors de cette rencontre. Hadi Kamara, Ousmane Kobele Keita. Un monde sans fin est possible. À Addis Abeba, les dirigeants des États, comme l'Éthiopie, le Kenya, la Sierra Leone et la Guinée, ont reconnu que la faim n'est pas une question de ressources, mais de action et de politique coordonnée. L'Union africaine, à travers la Commission, propose un nouveau plan stratégique pour libérer les 80 millions d'Africains de ce fléau, soit un quart de la population du continent. L'ONUDI assure de son accompagnement à travers la promotion de l'agro-industrie. S'exprimant au nom du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, le Premier ministre Amadou Riba souligne l'urgence d'une action collective en annonçant la solution guinéenne. La faim est une calamité que nous devons systématiquement combattre, parce que si on ne le fait pas, c'est l'existence de l'humanité qui est en danger. J'ai entendu des discours qui demandent de l'action. Une population qui a faim, c'est une population qui ne peut pas être en paix. Nous devons avoir la possibilité de développer notre agriculture, de repenser nos manières de faire. Nous avons la chance d'avoir un projet minier sur lequel nous allons utiliser les ressources minières pour développer l'agriculture, pour développer l'agro-industrie, pour développer des politiques qui permettent d'avoir une économie diversifiée, qui ne soit pas une économie de rente, parce que l'économie de rente ne peut pas produire des richesses durables. Et nous allons nous engager avec détermination dans la mise en œuvre des politiques pour atteindre des ODD. Depuis quelques années, certains des pays, comme l'Éthiopie, ont réussi à conduire des politiques qui ont permis à des changements de situation alimentaire. Ce modèle inspire les États. À travers la vision héritage vert, l'Éthiopie s'est reverdie, le niveau de sa production a explosé et le revenu des paysans s'est amélioré. Dans la perspective d'un échange d'expériences et de pratiques, une visite des fermes paysannes a été organisée pour les délégations de la Guinée et de la Sierra Leone. We in Ethiopia, we are trying to have our own. En Éthiopie, le gouvernement s'efforce de résoudre les problèmes du changement climatique et de la sécurité alimentaire de manière autonome, sans dépendre du soutien international. Le Premier ministre a lancé l'initiative Héritage Vert pour planter 50 milliards d'arbres en 8 ans. 40 milliards ont été plantés avec 60% d'arbres fruitiers comme les avocatiers et les manguiers. En plus de lutter contre le changement climatique, ces plantations produisent des fruits pour l'alimentation et génèrent des revenus grâce à l'exportation, améliorant ainsi la vie des agriculteurs. Le gouvernement guinéen, qui porte une initiative d'insertion et de reconversion des retournés d'immigration, est intéressé par le modèle éthiopien. C'est un schéma vertueux qu'il faut que nous épousions pour ramener les populations vers la terre, vers l'intérieur du pays. Nous devons faire en sorte que les jeunes et les femmes s'inscrivent dans une logique moyenne et à long terme
pour vivre de manière beaucoup plus tranquille, pour repeupler nos campagnes, pour reverdir notre pays. L'aisance se renforce et la pauvreté puisse disparaître de notre pays. C'est un challenge avec la volonté, avec l'aide de Dieu. Au bout de 5 années, ceci est possible. La pratique de l'agriculture intelligente, la restauration de l'environnement, l'appui aux producteurs et la mise en commun des politiques publiques à l'échelle du continent sont les réponses contre la faim, en confortant la sécurité alimentaire de l'Afrique. Partenariat entre la Guinée et le Maroc pour la promotion des échanges commerciaux. Les 3 jours de travaux ont débouché sur de belles perspectives eu égard à la volonté qui s'est manifestée de part et d'autre. C'est une offensive économique orchestrée par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Mohamed Seyar Souma. C'est ce que souhaite la mission économique et commerciale marocaine. Les contacts directs entre opérateurs privés. Mais pour quelle finalité? Je suis venue avec les échantillons pour lui montrer. Et là, on va faire donnant-donner. Et je vais essayer, il m'a proposé aussi de lui trouver des clients ici qui vont être intéressés pour faire exporter ces produits et les distribuer ici au marché guinéen. Et j'espère que ce partenariat sera le début d'autres relations, d'autres partenariats avec nos homologues guinéens, Inch'Allah. Ça va dans la droite ligne de notre mission, de faire un peu la promotion du secteur privé guinéen au-delà de la Guinée et à l'international. Et aujourd'hui, c'est la continuité de cette collaboration et ça évolue très bien. Les partenariats existent déjà, dans les mines notamment, avec le ciblage des métaux de base. À date, je pense que le balayage, lui, il s'est effectué et ils sont sur l'interprétation, l'analyse et l'interprétation des données pour pouvoir identifier autant que possible les échantillons et pouvoir continuer le reste de la procédure. Il y a du potentiel, estiment les deux parties. Il est question de le rendre plus vibrant. Les positions convergent. Le B2B aujourd'hui qui s'est tenu a permis de renforcer les relations entre les hommes d'affaires marocains et les hommes d'affaires guinéens. Nous souhaitons avoir le même cadre d'échange, que ce cadre se développe en forum. Ces 3 jours, ils étaient une réussite parce qu'il y avait une bonne présence du patronat, il y avait la présence de monsieur l'ambassadeur et un grand nombre d'opérateurs guinéens. Et si ça s'explique par l'importance de développement du partenariat gagnant-gagnant Maroc et Guinée. De belles perspectives économiques. Pour cela, 72 heures d'échange afin de redonner confiance. Ce n'est pas suffisant aux yeux de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Elle n'exclut pas de renforcer la présence des entreprises chérifiennes sur le sol guinéen et vice-versa. Vers une coopération guinéo-malaisienne dans la filière huile de palme, un programme d'échange et de réseautage se tient cette semaine entre producteurs guinéens et malaisiens. La Malaisie étant un modèle dans le monde, trouve que l'huile rouge produite en Guinée est de très bonne qualité, mais surtout facile à exporter. Abdul Karim Kamara. Incontestablement, l'huile de palme guinéenne est l'un des produits locaux les plus prisés hors des frontières guinéennes. Un des plus grands pays producteurs d'huile de palme au monde est la Malaisie. Ce pays s'intéresse désormais à celle produite en Guinée à travers le Conseil malaisien de l'huile de palme. Ce conseil s'attache les services de l'Agence guinéenne de promotion des exportations afin d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration dans le secteur. La qualité que produit la Guinée en termes d'huile de palme est franche. On ne dirait pas la meilleure, mais en tout cas c'est l'une des meilleures qualités en Afrique de l'Ouest. Ils vont écouter, connaître les besoins des Guinéens et après voir ce que la Malaisie peut apporter à la Guinée et vice-versa. C'est qu'une première et ça va continuer en fait. Ils auront beaucoup plus de choses à faire en Guinée ici en termes d'huile de palme. Ce pays d'Asie du Sud-Est trouve que l'huile de palme guinéenne est de très bonne qualité et plus facile à exporter.
Ces rencontres B2B sont organisées entre les producteurs potentiels des deux pays. Pour cet événement, la première chose est que de promouvoir d'abord la coopération entre la Guinée et la Malaisie. Et la deuxième chose est que la Malaisie organise cet événement, c'est pour voir un peu comment on peut aider, venir en aide au gouvernement guinéen techniquement. Et la troisième chose est que beaucoup de ministères ici ont approché l'ambassade pour demander est-ce qu'il y a une possibilité pour que, vu qu'on sait que la Malaisie produit beaucoup d'huile de palme, comment est-ce que la Malaisie peut plus s'intéresser à la Guinée dans ce domaine? Donc, nos produits sont souvent très bons, prisés dans le monde entier, mais nous produisons peu. Et quand les gens viennent, ils veulent acheter, ils achètent. Ensuite, il y a plus de marchandises à exporter. Donc c'est un défi qu'on doit relever. L'Agipex doit jouer ce rôle-là. C'est un rôle fondamental de mise en relation entre hommes d'affaires. Le ministère du Commerce, à travers l'Agipex, entend mettre les bouchées doubles pour gagner le pari de cette coopération guinéo-malaisienne. Le défi majeur, augmenter la productivité de l'huile de palme pour que l'exportation augmente à son tour. À présent, c'est arrêté à 2024-15-36 MATD CAB SGG portant levée de la suspension d'un préfet. Le ministre, vu la charte de la transition, vu la loi L 2019-0027 AN du 7 juin 2019 portant statut général des agents de l'État, sur proposition du Conseil de discipline du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, arrête. Article 1er. La suspension de M. Kandiamara, préfet de Kankan, est levée. Article 2. L'intéressé est rétabli dans ses fonctions de préfet. Article 3. Le directeur général de l'administration du territoire et le gouverneur de la région administrative de Kankan sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte du présent arrêté. Article 4. Le présent arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 novembre 2024, général 2e section, Elhadj Ibrahima Khalil Kondé. À présent, cette retraite à Forêt-Carrée à l'équipe pays des Nations Unies en Guinée, elle a regroupé représentants des Nations Unies et partenaires clés autour des axes d'engagement pour 2025 sous le ministre du Plan et de la coopération internationale qui a donné le coup d'envoi du conclave. Daouda Tabansila. Forêt-Carrée, sous le massif verdoyant de Benna, l'équipe pays des Nations Unies en Guinée se retrouve au grand complet. Pendant 3 jours, il sera question pour ces experts de renforcer la cohésion et la collaboration au sein de leurs institutions. Le gouvernement guinéen apprécie la démarche. Nous sommes à un tournant important de notre pays. Ce travail d'équipe au sein des Nations Unies est fondamental pour nous aider à obtenir des résultats concrets qui répondent aux aspirations de nos concitoyens et renforcent notre développement national. Au niveau de la coordination, les outils ont été mis en place pour améliorer le cadre de coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement de la République de Guinée. Grâce à l'expertise dont disposent les Nations Unies, vous êtes à même d'apporter un appui technique, stratégique en matière de planification, de mobilisation de ressources et de gestion des projets complexes. À la suite de ces échanges, les participants vont définir les priorités stratégiques pour 2025 en tenant compte des objectifs de développement durable. Toutes les agences des Nations Unies sont ici pour discuter de comment vraiment mieux travailler ensemble. Comme vous le savez, Simandou 2040 établit 5 priorités nationales et c'est notre travail en tant qu'équipe des Nations Unies de nous assurer que toutes nos stratégies, nos programmes, notre présence est là pour soutenir la stratégie du gouvernement. En termes d'objectifs, il sera question pour l'équipe pays des Nations Unies d'analyser les défis et opportunités pour la Guinée en collaboration avec le gouvernement et les partenaires externes afin d'aligner les actions des Nations Unies sur les priorités nationales. Autre axe de coopération, mais cette fois-ci scientifique, entre la Guinée et la Fédération de Russie. Les coopérants russes rencontrent les membres de l'Académie des sciences de Guinée. Ils évoquent plusieurs domaines d'intervention scientifique pour qualifier davantage la recherche dans le supérieur. Plus d'explications avec Nabila Moussa Kamara.
Au siège de l'Académie des sciences de Guinée, la Fédération de Russie s'entretient avec les membres du forum le plus élevé de la Guinée et les représentants des institutions nationales et internationales. Tête à tête, la coopération scientifique est évoquée entre les deux pays. Constitués d'intellectuels, les membres de cette instance de promotion des créations intellectuelles ont exprimé leur satisfaction d'entretenir et de perpétuer cette coopération. C'est une initiative qui vise à consolider les relations entre les deux pays. Les académiciens guinéens ont présenté leur académie et ont aussi parlé des sujets, des thèmes, des recherches qui sont intéressants pour eux. Ça nous a permis de trouver des thèmes intéressants pour les deux côtés. Pour développer les recherches scientifiques ensemble. Le gouvernement de la République de Guinée et le président ont une vision très claire sur le développement de la science en Guinée. Et je pense que grâce à ça, l'Académie de sciences de Guinée a une belle avenir. Cette rencontre avec les scientifiques russes est une occasion de renforcer davantage ce partenariat dans le domaine scientifique. L'Académie des sciences de Guinée est ouverte à toutes sortes de coopérations. Notre objectif, c'est de contribuer au développement de ce pays, mais par la voie scientifique exclusivement. C'est une opportunité, nous l'exploiterons au maximum, d'autant plus qu'ils ont exprimé la volonté de partenariat fécond et du gagnant-gagnant. Et c'est ce qui nous intéresse à l'heure actuelle. Depuis son indépendance en 1958, la Guinée ne cesse d'avoir le soutien de ses partenaires historiques, notamment la Russie. Dans le domaine scientifique, plusieurs actions ont été réalisées. Pour marquer un nouveau pas dans leurs relations, des objets d'art symboliques représentant l'identité et la vision des deux peuples souverains ont été échangés entre les représentants des deux pays. À l'université AFIA de l'Abbé, les enseignants-chercheurs viennent de boucler une série de formations sur l'intégration du numérique dans le système d'enseignement. Ils se disent capables désormais de dispenser des cours en ligne. Des explications avec Sarafdine Diallo et Abdoulaye Ningilande Diallo. Fidèle à ses engagements d'améliorer les conditions de travail et d'apprentissage de l'enseignement supérieur, le gouvernement et ses partenaires au développement initient des formations continues. Elles sont destinées aux enseignants-chercheurs et du personnel de l'université de l'Abbé. L'objectif est de les outiller sur les thématiques liées par exemple à l'intégration du numérique, ce qui devrait qualifier l'apprentissage des étudiants. Nous sommes partis de l'élaboration du scénario pédagogique pour aboutir à la mise en place de tout ce qui est contenu de formation et des activités pédagogiques pour exploiter ce contenu. À travers cette formation, il y a la possibilité de non seulement déployer son cours sur la plateforme ENT, mais aussi de faire des cours à distance. Donc, il y a des fois l'enseignant est empêché de se rendre physiquement en classe. Donc, il a la possibilité d'organiser son cours en ligne et mettre toutes les ressources et faire toutes les activités que les étudiants ont besoin pour aborder le cours. Autorités, enseignants, chercheurs et personnels s'engagent à s'approprier du contenu de ces séries de formations. Je remercie les autorités de l'université de l'Abbé et l'ensemble des membres du comité qui a piloté cette activité. L'invitation, naturellement, de façon officielle, je peux la faire, mais je sais qu'aujourd'hui les collègues sont convaincus et que ces outils-là, de toutes les façons, ils ont déjà aujourd'hui pleinement intégré les outils-là dans leur pratique au quotidien. Également, les participants ont procédé à des séances de scénarisation des cours en ligne, le tout sanctionné par cette remise d'attestation aux participants. Signature d'un accord de coopération spécifique entre l'école doctorale de l'ISAF de Farana et celle des sciences agronomiques de l'eau de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Un accord qui va faciliter les relations académiques entre ces deux institutions d'enseignement supérieur. RTG Farana, Ibrahima Oulem Foufana, Silati Kourouma. Cette signature d'accord de coopération spécifique augure de belles perspectives entre l'école doctorale de l'ISAF de Farana et celle des sciences agronomiques et de l'eau de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. C'est un partenariat qui va servir d'échange et de partage de potentialités entre les anciens chercheurs
et les doctorants de ces institutions. Ces objectifs d'intérêt commun de nos deux institutions constituent une autre preuve éloquente de la volonté et la détermination de notre chef de département en la personne de M. Alpha Bakar Bari de promouvoir la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette présente convention de partenariat a une durée de 5 ans renouvelable. Elle va permettre à chaque partie de renforcer les capacités des enseignants-chercheurs et les doctorants prêts à servir le monde paysan. Pour moi, c'est un aboutissement heureux d'une volonté manifeste et une réponse positive aux multiples visites de la directrice générale de l'ISAV au Bénin, qui a posé des actes pouvant rapprocher les institutions des universités du Bénin avec son institution. C'est un premier pas de concrétisation de cette nouvelle diplomatie. Cet accord nous permettra de réaliser des projets de recherche communs, de faciliter la mobilité des enseignants tout comme des étudiants et même d'échanger des membres du jury lors de nos soutenances. L'Institut supérieur agronomique et vétérinaire qui regroupe aujourd'hui 7 départements laisse ouvertes ses portes pour d'autres partenariats. Améliorer les compétences des élèves du primaire en français et mathématiques. La thématique est en débat à la direction fondamentale, à la direction nationale de l'enseignement fondamental. Selon plusieurs études, les élèves guinéens rencontrent plus de difficultés dans ces deux matières. Partenaires et acteurs de l'éducation entendent relever le défi pour mieux outiller les apprenants. Abdelaziz Baldé. L'amélioration des apprentissages au primaire en français et en calcul reste un défi majeur pour le ministère de l'enseignement préuniversitaire à travers la Direction nationale de l'enseignement fondamental. D'après les études du DIPASEC 2019, le niveau des élèves a été impacté par la crise mondiale liée au Covid-19. Pour rattraper ce retard, le MEPUA et ses partenaires techniques travaillent à trouver des solutions idoines pour améliorer la capacité d'écoute des élèves. Relever les défis en français et en mathématiques parce que c'est deux matières qui ont été évaluées au niveau international. Et c'est la clé même et la mission de l'école primaire. Il faut que l'enfant sache lire, écrire et compter. Et c'est l'objectif que nous visons. Toujours selon l'évaluation du PASEC 2019, la plupart des élèves rencontrent des difficultés en français et en mathématiques, une réalité confirmée lors des examens nationaux. Les régions de Kindia et Kankan avaient bénéficié d'une amélioration de compétences des élèves. L'extension à l'échelle nationale est en ligne de mire. C'est une phase expérimentale qui ne concerne que 18 écoles. Et la démarche voudrait qu'on augmente le nombre d'écoles expérimentales, donc ce qu'on appelle la phase d'extension de l'expérimentation avant de passer à la généralisation. Mais déjà, les résultats que nous apprenons sont encourageants. Pour nous, depuis 2 ans, nous travaillons à faire en sorte que cette innovation pédagogique permette aux élèves guinéens de sortir du primaire avec des compétences en lecture et en mathématiques, et cela grâce à une approche tout à fait innovante. La Direction nationale de l'enseignement fondamental travaille pour améliorer les compétences des élèves dès l'école primaire. Dans les prochains mois, plusieurs modules de formation seront mis à la disposition des élèves sur l'ensemble du territoire national. Au sein de la Grande Muette, sur le clap de fin pour la première promotion du certificat technique élémentaire de l'école des travaux du génie militaire, ces opérateurs sont désormais capables d'effectuer des levées topographiques, réaliser des routes et autres ouvrages de franchissement. La sortie de cette promotion constitue la première activité du tout nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Abdoulaye Keita. On fait le point tout de suite avec adjudant-chef Oumar Kamara. Il est correspondant de la presse militaire. La formation continue des hommes est l'une des préoccupations majeures des autorités militaires. En témoigne la sortie de la première promotion du certificat technique élémentaire topométrie du bataillon du génie militaire. Au nombre de 40 stagiaires, dont 8 personnels féminins, ils reçoivent leur parchemin au terme de 4 mois de formation. Vous venez d'acquérir des nouvelles connaissances. Je souhaite maintenant que vous puissiez mettre à profit tous les enseignements qui ont été dispensés. Car le génie a besoin d'un jeune militaire du rang qualifié. C'est le lieu
de louer les efforts de ses encadreurs et instructeurs tant militaires que civils qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette formation de la première promotion de CTE Topo Bio. Composée essentiellement d'hommes de rang, cette première promotion a bénéficié de plusieurs modules de formation, notamment en levée topographique, en connaissances militaires et bien d'autres matières. Elle porte désormais le nom du général de 2e section, Ahmed Tidiane Diallo, ancien chef de corps du bataillon du génie militaire et ancien chef de cabinet du ministère de la Défense nationale. Félicitations à la promotion pour les résultats obtenus. Respecter cette devise, souvent construire, parfois détruire, mais toujours servir dans la disponibilité et la discipline. La promotion du certificat technique élémentaire topométrie bureau d'études, à travers ma voix, s'engage à contribuer au développement socio-économique de notre cher pays, la Guinée, en mettant en œuvre toutes ces connaissances acquises lors de cette formation dans les différentes missions qui seront confiées au bataillon génie militaire partout où le besoin se fera sentir. En présidant cette cérémonie de remise de diplôme, le chef d'état-major de l'armée de terre a exprimé tout son attachement à la formation et à la qualification des hommes. En terminant cette formation technique, vous avez franchi une étape importante dans votre carrière et dans votre engagement envers notre pays. Je tiens à vous féliciter sincèrement pour ce que vous avez accompli. Je vous souhaite de briller dans vos futures missions et de continuer à servir notre pays avec honneur, courage et détermination. Créée en 2017, l'école du génie travaux a déjà formé 4 promotions. L'institution entend accueillir très prochainement une nouvelle promotion pour un autre renforcement de capacité. Dans l'actualité également, conférence médicale sur la paralysie cérébrale et la prise en charge des enfants atteints de handicap. La Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima pilote le processus. Elle compte mobiliser plus de personnes pour lutter contre cette pathologie, mais surtout sensibiliser sur les méthodes de prévention et de prise en charge. Abdoulaye Silla, Aboubakar Junior Kamara. La Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima poursuit ses œuvres de charité en faveur des personnes vulnérables. Dans le cadre de la promotion à la santé, une conférence médicale est organisée sous le thème handicap et prise en charge des enfants atteints de paralysie cérébrale et troubles des spectres de l'autisme. Ces pathologies affectent considérablement l'évolution physique et mentale des enfants. Nous essayons vraiment de faire en sorte qu'il y ait une sensibilisation de la communauté sur cette problématique. Les statistiques montrent vraiment qu'aujourd'hui, il y a 15% de la population mondiale qui vit en situation de handicap. Donc c'est un vrai problème de santé publique, ce n'est pas quelque chose qui soit marginalisé. On doit tous être conscients de ça. Fidèle à ses ambitions d'assistance aux personnes vulnérables, surtout des femmes et des enfants, Fitima élargit ses partenaires techniques et financiers afin d'atteindre ses objectifs de santé pour les enfants. Notre objectif aujourd'hui, c'est de réunir des thérapeutes, des médecins et des paramédicaux afin qu'ensemble, on puisse faire un état des lieux de la prise en charge de ces enfants-là. C'est vraiment un partage d'expérience, un partage de connaissances afin que les médecins soient aussi sensibilisés à ces pathologies qui ne sont pas toujours connues par les médecins eux-mêmes. Il y a la prise en charge aujourd'hui des enfants qui souffrent d'infirmité motrice cérébrale qu'on appelle encore paralysie cérébrale qui se fait à Fitima. C'était méconnu en Guinée, mais grâce à elle aujourd'hui, elle n'a aménagé aucun effort, s'est développée, on fait la prise en charge de ces enfants-là et grâce aux kinésithérapeutes qui sont là, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est réalisable en Guinée. Cette conférence médicale initiée par la Fondation Fitima va toucher autres pathologies fréquentes chez les enfants et autres personnes vulnérables. Le processus a démarré depuis belle lurette, c'est maintenant acquis. La Guinée dispose d'une stratégie nationale de l'économie bleue. Il s'agit de tirer profit des avantages liés aux ressources en eau. Plusieurs bassins et façades maritimes peuvent faire de l'économie bleue une réalité. Mamadou Alpha Baldé pour plus de détails.
L'économie bleue est aujourd'hui considérée comme un facteur important de promotion du développement durable. De nombreux avantages écosystémiques peuvent être tirés des ressources hydrauliques. La Guinée se dote d'une stratégie nationale pour valoriser et rentabiliser son potentiel économique bleu. Les activités économiques menées à partir de l'océan, des fleuves, des lacs, des rivières et des nappes souterraines, que l'on désigne par économie bleue, font vivre des millions de nos concitoyens. La zone côtière, première zone économique du pays, abritant environ 38% de la population nationale, joue un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire de la Guinée, en contribuant pour 24% à la production nationale de riz. Assurer une mise en œuvre efficace de cette stratégie, un projet de feuille de route et un portefeuille de programmes et projets liés à l'économie bleue ont été élaborés, constituant ainsi les fondements d'un programme national d'investissement sur l'économie bleue qui sera un programme prioritaire. Avec une façade maritime d'environ 300 km et plusieurs fleuves nationaux et internationaux, la Guinée, avec l'accompagnement du PNUD, compte faire de l'économie bleue une réalité à tous les niveaux. C'est pourquoi nous encourageons des pratiques de pêche durables qui préservent les stocks de poissons et garantissent la viabilité à long terme de notre secteur. Cela a nécessité la mise en place de réglementations efficaces, la promotion de la pêche responsable et la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, INN. En plus de la pêche, nous devons explorer d'autres domaines d'activité économique liés à la mer. Avec la validation de la stratégie nationale de l'économie bleue, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest se met dans la dynamique de l'instauration d'une économie durable et bénéfique aux générations actuelles et futures. À présent, je vous amène à Niafou-Diaka, un village situé à 226 km de la préfecture de Mali, région administrative de l'Abbé. C'est une localité aurifère par excellence. L'Union nationale des orpailleurs de Guinée décide d'installer son antenne locale. Un bureau de 11 membres est opérationnel comme cheval de bataille pour promouvoir la bonne cohabitation entre les populations locales et les exploitants artisanaux. Les images sont commentées par Mamadou Saliouba. Niafou-Diaka, un village aurifère par excellence situé dans la commune rurale de Balaki, préfecture de Mali. Cette localité devient la 14e zone aurifère de la Guinée, couverte par l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. L'installation du bureau local des orpailleurs de Niafou a connu une forte mobilisation des populations locales. Une représentativité remarquée de cette instance qui vise à pacifier les zones aurifères. Pour le cas de Niafou, nous avons essayé de prendre le devant pour venir les organiser et mettre un bureau crédible sur place pour qu'ils puissent représenter dignement l'Union nationale des orpailleurs de Guinée au nom de M. le Président de l'Union nationale, El Hadji Tidiane Koïta. Le rôle qu'ils doivent jouer en première position, c'est le maintien de la paix et de la quiétude sociale. Mamadou Diallo devient le tout premier président du bureau provisoire des 11 membres au compte de l'Union des orpailleurs de Guinée. Dans cette localité, il tient avec son équipe à répondre aux attentes des mandants, des responsables de l'INOG et des autorités sous la clairvoyance du président général Mamadi Doumbouya et le soutien du président de l'Union des orpailleurs, El Hadji Tidiane Koïta. Nous mènerons à bien notre mission et nous sommes contents d'avoir désormais des interlocuteurs. Nous remercions le président des orpailleurs de Guinée, El Hadji Tidiane Koïta, et le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Que Dieu les guide sur le développement de la Guinée. Ibrahima Kamara est le premier secrétaire à la parcellisation et à la recherche des couloirs d'exploitation dans les zones d'orpaillage. Il rassure quant à son implication personnelle et celle de l'ensemble des membres du bureau local pour la bonne cohabitation entre les sociétés aurifères et les exploitants artisanaux de l'or. Nous jouons notre rôle d'interface entre l'État et les populations à la base. Les populations doivent, à travers nous ou bien en les aidant, identifier les couloirs d'exploitation. Quand les couloirs sont identifiés,
Maintenant, on remonte l'information là aux autorités. Les autorités nous autorisent désormais à venir exploiter ces couloirs. Le bureau local des orpailleurs a pour premier rôle la pacification de la zone d'orpaillage. Les membres se disent déterminés à œuvrer pour résoudre les différends et les sources de conflits. Une vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a cultivé la paix et a assuré le développement des communautés impactées par les activités minières. Dans le reste de l'actualité, la radio rurale de Forêt-Caria est un atout pour le développement local. Pour mieux servir le monde rural, elle nécessite quelques moyens logistiques de renforcement des capacités du personnel. Ainsi, les citoyens de Mouria seront au bain de l'actualité en temps réel. Amadou Bailobari, Ousmane Ouatsissé, le retour de Forêt-Caria. Dans sa mission d'éducation, de sensibilisation pour promouvoir le développement local, la radio rurale de Forêt-Caria s'illustre à plus d'un titre, même si le besoin en ressources humaines, surtout en logistique, apparaît sans langue de bois. Car Forêt-Caria comprend 11 sous-préfectures, dont certaines d'entre elles se situent à plus de 80 km du chef-lieu. La meilleure façon d'informer la communauté, c'est de les informer dans la langue qu'elles comprennent. Mais sur le plan formation, c'est là où nous allons lancer un appel. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Nous, par exemple, à la radio de Forêt-Caria, nous engageons des formations internes pour que nous sortions pour des tournées dans les communautés, dans les sous-préfectures. Il nous faut vraiment un moyen et une équipe dynamique. Du point de vue technique, quelques soucis se manifestent, bien que les techniciens n'abandonnent rien et s'apprêtent à tout moment à dépanner et booster les équipements. Au niveau de la technique de la radio de Forêt-Caria, il y a beaucoup de difficultés, surtout avec le console et les compresseurs et ainsi de suite. Cela est dû aux foudres de tonnerre. Mais à chaque moment que nous avons des difficultés, je fais quand même au mieux avant d'appeler la direction. Nous demandons à l'État de nous envoyer quelques équipements que nous avons besoin. Vu les réalités, les problèmes d'énergie et autres, on n'arrive pas à travailler en plein temps de 24 heures. Mais au moins, chaque jour, 7 heures à 0 heure, ça c'est déjà calé. Pour mieux répondre aux aspirations des Moriani, l'appui technique et logistique à cette radio pourrait être la boussole du développement agropastoral de Forêt-Caria. Le projet Enfants et jeunes sur la route migratoire d'Afrique, sur les routes migratoires d'Afrique de l'Ouest et du Nord, renforce ses systèmes nationaux et régionaux de protection, d'éducation et d'insertion socio-économique. C'était lors de la deuxième session de son comité de pilotage. Tous s'engagent à déployer plus d'efforts dans l'atteinte des objectifs fixés. Sona Sagno. Après la première session organisée par Terre des Hommes pour protéger les enfants et les jeunes durant leur parcours migratoire en créant des dispositifs d'accompagnement, la deuxième session du comité de pilotage national du projet Enfants et jeunes sur les routes migratoires d'Afrique de l'Ouest et du Nord n'a pas manqué d'atteindre ses objectifs. L'objectif de ce projet est de renforcer le système pour une meilleure prise en charge des enfants en situation de mobilité, de questionner la mise en œuvre, relever les acquis qui ont été engrangés, mais aussi faire un focus sur les défis auxquels le projet rencontre pour pouvoir trouver des solutions, des réponses concrètes pour améliorer la qualité de la mise en œuvre. Ces enfants et jeunes sont souvent exposés à des risques majeurs tels que la traite des êtres humains, l'exploitation, la violence et la marginalisation. Il est de notre devoir en tant que gouvernement, organisations internationales, ONG, partenaires de la société civile de travailler en concert pour mettre fin à ces violations flagrantes des droits humains. Le projet est financé par la Suisse. Au cours de cette rencontre, l'équipe du projet échange et présente aux parties prenantes le niveau d'exécution des travaux. Il y a eu des recommandations phares que nous avons parcourues avec les services techniques, mais surtout des engagements qu'ils ont eu à prendre vis-à-vis du projet. Donc je pense que nos attentes restent encore toujours positives parce que les engagements pris par eux nous amènent un peu à dire que oui,
le futur du projet pourrait être meilleur pour pérenniser les acquis surtout de ce projet. Étaient représentés à cette rencontre les ministères concernés, les partenaires techniques et institutionnels qui s'engagent à fournir plus d'efforts pour atteindre les objectifs du projet, protéger les enfants et jeunes sur les routes migratoires en Afrique de l'Ouest et du Nord. Enfin, valorisation du potentiel culturel de la Guinée. Le programme des Nations Unies pour le développement accompagne l'initiative. Ce programme stratégique du ministère de la Culture consiste à mieux vendre la culture au-delà de nos frontières. Une convention est parafée pour un montant de près d'1 million d'euros pour la mise en œuvre du dit projet. Ousmane Ba, Mohamed de Camara. Valoriser le potentiel culturel de la Guinée est une préoccupation des autorités en charge de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Pour réaliser cet ambitieux projet, le gouvernement guinéen bénéficie de l'accompagnement du PNUD à hauteur de près d'1 million d'euros. Ce premier montant servira à la mise en œuvre du programme cadre d'appui au secteur de la culture en Guinée. La signature de cet accord est l'aboutissement d'un travail de recherche, d'échange et de rencontre avec les différents acteurs culturels, ainsi que d'études et d'analyses qui ont permis de mesurer toute l'ampleur des défis à relever pour valoriser le potentiel culturel de la Guinée et d'en faire un vecteur de création d'emplois et de richesses. Le PASEC est fruit de la volonté du gouvernement de faire de la culture un levier de développement durable en Guinée, un engagement qui amène les autorités à opter pour la valorisation du potentiel culturel du pays. Cet événement représente bien plus qu'un accord. Il symbolise un engagement commun envers la valorisation de notre identité culturelle et la prospérité de notre nation. Je tiens à transmettre les salutations distinguées du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dont l'attention soutenue envers le secteur de la culture renforce notre mission de sauvegarde et de promotion de ce précieux patrimoine. Permettez-moi de témoigner ma reconnaissance au programme des Nations Unies pour le développement, qui a joué un rôle crucial dans l'élaboration de ce programme stratégique. Le renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles pour une gouvernance efficace du secteur culturel, l'amélioration des compétences des acteurs culturels pour professionnaliser et rehausser la compétitivité des offres artistiques sont quelques piliers du PASEC qui reflètent l'ambition des autorités de doter le pays d'une culture dynamique et résiliente. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'information continue sur le www.rtgguinée.info. À demain, Inch'Allah, pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.